à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on parle avec David Bobet du confinement, de plein de choses. Et en attendant, en intro, je mets cette petite reprise de Malik Judy de Boys, Boys, Boys de Sabrina qui a été publiée sur la page Facebook du CDN de Normandie-Rouen. Et donc tout de suite, j'appelle David. Hello! Salut. Est-ce que tu entends cette petite ambiance sonore? Bah oui, c'est la reprise que Malik a fait pour le CD. Et pourquoi Boys, Boys, Boys? Bah, il y a longtemps, on avait un projet, on a eu plusieurs projets à faire ensemble et on n'a jamais réussi à trouver le moyen de le faire. Dedans, il y en avait un qui s'appelait Boys Boys. Bah, en tout cas, c'est réussi. Je l'avais pas vu passer et j'ai découvert ça hier soir en préparant notre rendez-vous de ce matin. Enfin, de ce matin. C'est De ce matin pour toi, en fait, presque. après, ouais, de cet après, ouais. Pas mal, hein? Bon, Tu connaissais Malik? mais non, pas du tout. Donc, j'ai tout découvert en même temps. Je me suis abonné à sa page et C'est voilà. sublime, c'est sublime, ouais. Mm. Ça permet ça aussi, le confinement. Mm. Alors, que veux-tu savoir, Ronan, au théâtre? Eh bien, déjà, dans un premier temps, oh non, au théâtre, j'aime bien quand tu l'appelles comme ça. Déjà, dans un premier temps, on sait que tu es un peu un hyperactif. Comment tu vas, toi, dans ce confinement? Ça va, enfin, j'essaie de pas trop m'écouter pour pas être attentif à la mélancolie qui pourrait me gagner ou voilà, ou la frustration, ou la colère. Donc j'essaie de me réfugier un peu dans le travail et puis de faire ce qui doit être fait pour que les choses avancent dans le bon sens, quoi. Voilà. Ok, mais tu travailles quand même encore pas mal là. Tout le temps, 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 tout le temps. Bon, donc ça fait 2 mois à peu près maintenant que les théâtres sont fermés. Mhm. On a fermé le vendredi 13 mars. Mhm. Euh, Au CDN de Normandie-Rouen, vous avez annulé 11 spectacles, c'est ça? Ouais, c'est ça, une dizaine, ouais. Attends, que je dise pas de bêtises. Non, il y a une vingtaine parce qu'il y avait une tournée décentralisée aussi. Ok, ouais, donc pas mal. Une des premières mesures que tu as mis en place tout de suite après l'annonce des annulations, ça a été de dire on paye tout le monde. Mhm. Et puis un appel aussi aux spectatrices et spectateurs en leur demandant s'ils le pouvaient, s'ils étaient dans la mesure de le faire, de ne pas demander le remboursement. Où ça en est ça aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est un appel qui a été reçu Oui, ou c'est plutôt. compliqué? Ouais, plutôt. Mais en fait, ouais, ça, on a annulé une vingtaine de spectacles au CDN en programmation et une soixantaine en tournée. Donc, Ok, un gros morceau. Euh, En fait, tout de suite, oui, j'ai lancé un petit peu le mot d'ordre annuler tout, payer tout le monde. Hum, Réfléchissant déjà que l'idée du report pour tout n'était pas forcément la bonne solution pour cause d'embouteillage à la rentrée et puis aussi parce qu'il fallait, à mon sens, davantage payer les gens pour assurer le quotidien plutôt que de reporter aux calendes grecques des dates voilà. Et puis, je suis parti un petit peu du principe que si tout le monde tenait ses engagements, que ce soit les financeurs, les tutelles, les structures culturelles, les compagnies et aussi les spectateurs, parce qu'acheter un billet, c'est une forme d'engagement, c'est une forme de contrat. ouais. Alors, on pouvait traverser la crise sans trop de casse, et notamment sans trop de casse à l'endroit des personnes, des intermittents, des intermittentes, des artistes et des techniciens, techniciennes. Donc, c'est un petit peu la ligne de conduite que je me suis fixée et que je continue de suivre aujourd'hui. Donc, la casse est effectivement limitée. Là où on a des dépenses imprévues du fait de l'annulation et des remboursements, on a aussi des économies qui sont générées, qui permettent d'équilibrer les choses et qui permettent d'engager, par exemple, tous les techniciens et techniciennes qui étaient sous contrat, évidemment, même pour les spectacles annulés, mais même celles et ceux qui n'étaient pas sous contrat, qui étaient juste planifiés, et jusqu'à celles et ceux qui auraient pu être engagés sur les spectacles de fin de saison et qui n'étaient pas du tout encore planifiés, on ne savait pas qui allait travailler, mais n'empêche qu'il y avait budgété des sommes pour les montages et les démontages techniques, pour assurer les régies, et donc on s'est engagé à les débourser à l'endroit même des intermittents avec lesquels on a l'habitude de travailler. Voilà. Ok, donc ça veut dire que toutes les dépenses prévues pour l'activité du lieu, pour l'activité de spectacle, tout ça, ça va être dépensé en fait aujourd'hui. C'est ça, oui. C'est ça, Ok, oui. Il y a quand même quelques endroits pareil, d'économie dans tous les frais d'approche qui sont minimisés aussi dans les fluides et des choses comme ça. Et ça nous permet peut-être d'imaginer une enveloppe solidaire qui nous permettra éventuellement au cas par cas de sauver
celles et ceux qui bossent avec nous habituellement et qui, enfin avec le CDN cette année, qui ont bossé et qui pourraient connaître une période compliquée. Voilà. Ok. On va revenir un peu plus tard là, sur les questions vraiment d'argent et de subventions, etc. du CDN, mais donc, on va rester sur les artistes pour l'instant. Euh, Au CDN, vous avez fait appel à pas mal d'artistes qui sont familiers du lieu, qui viennent souvent en tournée ou que vous invitez régulièrement pour faire des petites vidéos dans leur salon. Donc, comme on a vu la cover là, de Malik Judy, on a vu aussi des danseurs, des danseuses, des personnes lire des textes, etc. Ça a été compliqué à mettre en place, parce que bon, c'est une initiative qui a été faite un peu partout, par beaucoup de gens, mais évidemment, c'est le seul moyen qu'on a trouvé de garder un lien. Mais j'ai l'impression qu'au CDN, il y a eu quelque chose d'un peu plus que ça. On sent presque une communauté en fait d'artistes qui est formée autour. Bah oui, ça a été important pour moi, pour nous, pour mes équipes de continuer à adresser des, des petits cadeaux, des intentions en fait, plus que l'objet artistique en lui-même. Je veux dire, effectivement, c'est des lectures, c'est un petit peu de danse dans un salon, enfin voilà, c'est une chanson, des petites choses, mais c'est de garder quand même ce lien avec la communauté du public qui fréquente le CDN ouais, de garder ce lien à un moment pour pas que le confinement se transforme complètement en repli. Euh, Pas que en un claquement de doigts, on puisse ne plus se voir, ne plus se croiser, ne plus se parler, et que ça puisse rester un support pour se rencontrer. Et c'est vrai qu'on a fait des réunions Zoom avec les spectateurs et les spectatrices, et on a pu parler de la diffusion des captations qui a été assez large au CDN, de ces petites pastilles-là où je demande aux acteurs de plonger dans leur bibliothèque et de lire un extrait, aux danseurs de faire de la danse de salon, c'est-à-dire de danser dans leur salon, aux musiciens de chanter dans leur chambre, faire de la musique de chambre. Littéralement. Dans la Catherine de Witt, qui est actrice permanente au CDN, je lui demande de lire des histoires pour les enfants. Là, ça va bientôt sortir, ça va s'appeler Catherine sort du placard. Et, puis là, je suis en train de finaliser la dernière touche d'une version confinée du spectacle Fait, que j'ai répété via Skype et qui sera diffusée très très prochainement cette semaine. C'est ça, donc j'allais en parler puisque hier tu m'as dit ça et puis tu m'as aussi montré la bande-annonce du Google Center qui a fait la même chose avec Kirill Serebrennikov. Ouais. Euh, donc on a vu la bande-annonce. C'est c'est une nouvelle manière d'aborder quand même la direction d'acteur, le spectacle. Mais ça se passe comment? Ça te plaît ce genre de truc? Non, bah, après, ce qui est rigolo, effectivement, avec le Google Center, c'est que Kirill Serebrennikov, Ilya Chagalov et les acteurs donc, du centre ont eu exactement la même idée que moi. Comme le texte de Ronan Chénaud parle d'un individu qui se replie dans sa salle de bain et qui pense aux maux du monde extérieur, bah, on a eu un petit peu la même envie, la même idée, sachant que Ronan a écrit des textes très différents en fonction de là où ça s'est créé. Donc la version russe parle vraiment de la réalité russe d'aujourd'hui, de la violence Ok. d'État qui se retrouve un petit peu partout, à tous les endroits de la société. Et puis ici, celle qu'on a montée avec Radouane Leflahi parle plus d'islamophobie. Voilà. Non, est-ce que ça me plaît? Oui, oui, c'était très amusant à faire. C'était super ludique, c'était très très chouette. Après, ça remplacera évidemment en rien le rapport aux acteurs, au plateau, et puis l'idée aussi de le proposer physiquement, comme une expérience physique à un public, quoi. Mais en attendant, la créativité, elle n'est pas confinée. Et quand je suis au Congo et que je dois monter Hamlet avec rien, et ben je monte Hamlet avec rien. Quand je suis dans une salle de classe, ma scénographie, c'est la salle de classe et ça m'éclate. Quand je suis au Jardin Sécano, ma scénographie, c'est le Jardin Sécano, c'est ça mes moyens. Et je trouve ça sublime, c'est les gens pour les gens et avec les gens. Et puis quand je suis à l'opéra, c'est avec les moyens majestueux de l'opéra. Ben là, en ce moment, mes moyens, c'est des caméras de vidéo, des webcams, qui finalement s'avèrent être des outils de communication qui peuvent aussi être beaux et nobles, dans ce sens qu'elles répondent vraiment à ce que doit être la communication, c'est-à-dire des gens qui ont des choses à partager, qui ont des choses à dire, qui émettent un, un message, qui crée un code, qui crée un langage, et puis des gens qui veulent le recevoir, qui veulent le décrypter, qui veulent l'analyser, et qui veulent le partager et le repartager. Enfin, je trouve ça assez joli ces écrans-là qui habituellement, on a toujours un peu tendance à les considérer comme des mises à distance des rencontres humaines, et là, c'est justement l'objet même du rapprochement. Mais c'est tout l'enjeu de ce confinement et de notre redécouverte d'Internet, je pense, parce que
finalement tous ces écrans où on passe notre temps à recevoir de l'information de quelqu'un qui était filmé, avec qui on avait peu d'interaction, à part dans les lives comme ça qu'on peut faire. Ouais. Mais il y a ce truc où on manque de rapport humain. C'est tout l'enjeu de savoir comment on recrée le contact humain et que ce soit pas juste une personne regardée et d'autres qui regardent, quoi. Mm. Et, c'est tout, c'est ça qui va être très compliqué à garder. Et si on doit encore continuer un peu là-dedans, il va falloir, je pense, qu'on travaille à ça pour qu'on puisse voir des spectacles, des captations, mais être quand même ensemble, chacun chez soi, chacun devant son écran. Mm. C'est la difficulté. Toi aussi, tu as une chance, enfin, je sais pas si c'est une chance, mais tous tes spectacles sont quasiment captés Mm. dans des très belles captations. Et c'est drôle, je viens de regarder celle d'Arte de Roméo et Juliette, parce que finalement, je l'avais jamais vue, cette version filmée. Et en fait, Roméo et Juliette, c'est là où tout a commencé pour moi, c'est là où j'ai découvert ton travail. C'était le premier spectacle que je voyais à Chaillot. Et j'avais oublié cette période aussi où Arte faisait des commandes d'adaptation dans le monde réel des spectacles qui avaient du succès. Il y a eu toi, il y a eu Luc Bondy. Après, il y en a eu d'autres, je ne m'en souviens plus. Mais c'était une belle série quand même. Une série, ouais, c'était assez joli. La proposition était d'essayer d'inventer des formes hybrides, justement, Mm. qui s'éloignent un petit peu de la captation traditionnelle et qui rentrent pas complètement dans le monde de la fiction, mais qui gardent la théâtralité comme matière filmique. Et ouais, une hybridité vachement intéressante en tout cas. Ouais. Mais ça m'a fait plaisir de le revoir en tout cas. Donc, autre point positif du confinement, c'est de retrouver toutes les captations. On parle d'argent. Si tu veux. Parlons de l'argent parce que on a lu beaucoup de choses là depuis le discours de Macron et puis on a lu aussi, bon, on a lu effectivement que les lieux subventionnés allaient mieux s'en sortir que les autres, ce qui est en soi vrai, hein, c'est sûr. Bien sûr. Mais sauf que subventionner, ça veut dire tout et n'importe quoi. Donc je voulais qu'on revienne un peu sur ce que c'était que la subvention d'un CDN et ce qu'elle représente dans l'activité. On va essayer de schématiser de façon la plus simple possible, mais en gros, on a des entrées d'argent dans un lieu. D'un côté, on a la subvention, et puis de l'autre, on va avoir les recettes propres. Les recettes propres, il y a trois choses en gros. C'est les spectacles, la vente de billets, c'est la vente des spectacles aussi, qui Mhm. partent en tournée, et puis c'est le mécénat. Je ne sais pas si vous en avez beaucoup à Rouen. Très peu. Voilà, en gros, c'est à peu près les trois pôles d'entrée d'argent, plus de l'autre côté la subvention. Est-ce que à Rouen, tu as une vision comme ça de la proportion de chacune de ces entrées d'argent? Ouais, bien sûr. Tu veux des budgets? Tu veux des sommes? Mais pas forcément les chiffres en fait, mais plutôt le pourcentage. Parce que D'accord. finalement, on C'est s'en fout du chiffre exact. c'est 75% de subventions et 25% de recettes propres. Donc, Ok, donc dans un équilibre sain, sachant que, voilà, que c'est une activité qui répond à un service public, qui est donc une activité négative, enfin, une économie négative, et qui vit effectivement par la subvention publique pour assurer un service public qui est celui de permettre la création, permettre la diffusion, permettre un réel travail au plus près des populations sur les territoires. Grosso modo, voilà, on répond à des responsabilités qui sont des responsabilités d'employeurs aussi, de faire vivre tout un secteur d'activité qui lui-même induit une économie qui est pas petite. Donc voilà, donc oui, effectivement, les subventions, c'est ça. Et le budget se répartit en gros 50% de ce budget global, contribution publique et recettes propres. 50%, ça sert au fonctionnement. ouais, À 80%, il s'agit des salaires des gens, hein, des équipes oui, permanentes. oui. Le Les fonctionnement, donc on explique quand même, c'est donc le lieu, donc même tout ce qui va être facture, entretien du lieu, Ouais, c'est plus ça. les salaires du personnel permanent. On- 80%, c'est le salaire voilà, des comptables, des techniciens, des techniciennes, des Mais là, on administrateurs, parle uniquement des permanents, hein. des permanents. Voilà. Voilà. Et on ne parle pas de l'activité de spectacle Et où il y a des intermittents et d'intermittentes. le reste, c'est les fluides, etc., etc., etc. Et donc 50% de ce budget-là est consacré, ça même un petit peu plus de 50% chez moi, est consacré à de l'activité artistique. Donc, Ok. le salaire des artistes, le salaire des techniciens, la production même de spectacles, la programmation, enfin voilà, tout ça. Les actions culturelles sur le territoire, et voilà.
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, t'as plus en ce moment, t'as pas de recettes propres, ou peu. Peu, enfin, elles sont sacrément en diminution. La part de billetterie est assez à la marge. Le très très gros des recettes propres, c'est les recettes de production. C'est Ok, la, c'est la tournée des spectacles. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, on a annulé 20 spectacles programmés, mais on a annulé 60 spectacles en tournée. Donc c'est beaucoup d'argent qui rentre, mais qui correspond en fait à de l'activité. C'est pas forcément des bénéfices, c'est oui, oui. de l'activité réelle, quoi. Voilà. Donc voilà, ces rentrées d'argent-là sont en diminution. Heureusement, j'ai pas subi trop d'annulations sèches qui n'ont pas été payées, un petit peu. D'accord. J'ai quand même rémunéré les gens, même si les théâtres qui invitaient les spectacles ne payaient pas ou payaient moins, j'ai quand même rémunéré les gens pleinement. Euh, mais voilà, il y a forcément une baisse, et puis évidemment la baisse des recettes de billetterie, limitée par le billet solidaire que j'ai lancé au tout début de la crise. Tu sais à peu près ça, quel pourcentage de gens n'ont pas demandé le remboursement ou Pas t'as encore, pas... pas encore parce que la saison est encore en cours, donc Ouais. les gens annulent, se font rembourser ou pas au fur et à mesure que les spectacles arrivent. Oui, et puis c'est vrai qu'on avait quand même toujours un espoir malgré tout de reprendre fin juin ou Oui, c'est ça. On a annulé au fur et à mesure que les directives gouvernementales nous disaient on reprend telle date, puis on reprend telle date, puis telle autre, et puis maintenant on sait qu'on annule tout jusqu'à la fin, quoi. Et donc, pour être clair, ça veut dire quand on revient sur quand tu vends un spectacle, c'est vraiment pour simplifier le schéma économique, mais quand tu vends un spectacle, c'est toi qui payes les artistes derrière. C'est-à-dire que le CDN vend un spectacle à un lieu Ouais, et les artistes sont payés par le CDN, c'est ça. ouais, ouais, Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le spectacle a été vendu, donc des artistes ont été engagés par le CDN, mais la vente est annulée, entre guillemets. Donc certains lieux ne payent pas directement ou payent pas intégralement, mais toi tu t'engages quand même à payer les ouais. artistes comme si le spectacle avait été pleinement vendu. Ouais, heureusement, la grande majorité des lieux payent, hein, répond à, enfin, voilà, une espèce de logique comme ça. Euh, C'est principalement dans le circuit des CDN ou il y a d'autres lieux aussi non, internationaux? il y a d'autres lieux, il y a la scène nationale, des théâtres municipaux qui sont en régie municipale, où c'est plus compliqué pour eux, parce que ça dépend vraiment du bon vouloir du maire. Il y a plein de mairies qui décident de ne pas payer, Ouais. qui décident de laisser crever. Enfin voilà. Alors que, encore une fois, tous ces budgets-là ont été votés un an avant. Les enveloppes sont existantes, elles sont sur les comptes en banque. Enfin, voilà, il y a aucune raison de ne pas dépenser l'argent tel qu'on avait décidé de la dépenser, quoi. Sinon, c'est remettre le poids de cette crise sur le dos d'individus, quoi, d'artistes et d'équipes techniques. Oui, surtout si effectivement c'est des lieux qui sont dans un équilibre où la subvention représente 75% C'est ça. des entrées d'argent. C'est ça, mais ce qui n'est Après, pas le cas de tous les lieux. Il y a des scènes oui, nationales, oui, par exemple, qui ont une nécessité de recettes propres vachement plus grande. Enfin, en fait, ce que je dis est vraiment relatif et au modèle des CDN et à l'équilibre économique de celui que je dirige. oui, oui, parce qu'on va voir, je vais essayer d'appeler d'autres directeurs et directrices de CDN pendant, pendant les jours qui viennent, et on va voir qu'effectivement, les équilibres sont pas toujours les mêmes et les pourcentages non plus. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on parle en pourcentage et pas en budget net, parce que c'est vraiment, il y a C'est très, des lieux aussi où les places sont plus chères, où c'est beaucoup plus de recettes de billetterie. Je sais qu'au CDN de Normandie-Rouen, les places sont vraiment à des prix le plus bas possible et c'est un prix de ticket de cinéma pour aller au théâtre à Rouen et c'est des jauges qui ne sont pas non plus très importantes. Tu vois, j'ai pas non plus joué à l'opéra là, c'est 1300 places. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes logiques qui peuvent s'appliquer. Ouais. ouais. Et puis il y a un travail associatif aussi. Tu as une partie de la jauge qui est réservée à des publics aidés. Je sais pas, oui, ça. Enfin, avec des tarifs beaucoup plus avantageux en tout cas. Ouais, bien sûr. Euh, voilà. Donc, et pour revenir aux artistes, puisqu'on revient toujours aux artistes, euh, la plupart enfin, les intermittents normalement devraient bénéficier d'une année blanche. C'est ce qu'on a compris après le discours de Macron. On n'a pas encore les vraies mesures de cette année blanche. On ne sait pas exactement ce que couvre cette appellation année blanche. On verra ça dans quelques jours quand Franck Riester et puis Muriel Pénicaud vont donner leur plan par rapport à cette année blanche. Est-ce que toi, tu as quand même
enfin, une crainte par rapport à ça, et même si du coup tu t'engages et que tu continues à payer les intermittents et les intermittentes, tu as une crainte par rapport à la précarité un peu plus grandissante de tous ces gens? Bah, oui, c'est certain. Le carnage est annoncé quand même clairement. Je veux dire, tous les spectacles qui se sont pas montés, qui se sont pas montrés, qui n'ont pas été au Festival d'Avignon, dans le festival cet été, toutes les créations même de la rentrée qui peuvent pas se répéter actuellement. Enfin, c'est un carnage sur le long terme. Et c'est vrai que cette année blanche, évidemment, il faut attendre d'en connaître le détail clairement de ce que ça veut dire Ouais. du gouvernement. Mais c'est déjà une très grande et bonne nouvelle. On Oui, sait que le milieu va survivre. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, en tant que responsable employeur, c'est de savoir comment il va vivre. Ça, c'est super parce que ça assure à tout le monde la possibilité d'avoir des indemnités chômage. Ça assure le chômage à tout le monde pendant encore un an. Mais ça évite de paniquer sur la course aux heures dans cette période de catastrophe et d'annulation. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils vont travailler et comment ils vont toucher un salaire. ouais. C'est bien là ce pourquoi j'essaye de rémunérer les gens comme si de rien n'était. Et c'est bien pour ça que je m'engage aujourd'hui sur une rentrée comme si de rien n'était. Mais justement, le, on a eu une proposition enfin un plan, je sais pas si on peut appeler ça un plan, mais en tout cas un plan de reprise d'activité qui était étonnant parce il était vraiment centré sur presque des idées de créatrices et absolument pas sur les moyens qu'on allait donner pour aider justement les lieux à créer des spectacles, à créer des choses, à accueillir du public, à reprendre une activité artistique dans le contexte du coronavirus et aussi parce que potentiellement on va devoir maintenir des barrières sanitaires pendant encore plusieurs mois. Et enfin moi personnellement j'ai trouvé ça très étonnant qu'on se concentre sur qu'est-ce qu'on va faire alors que c'est pas le rôle du gouvernement finalement. Il y a des lieux pour ça, il y a des artistes pour penser à des formes artistiques. Nous, ce qu'on attend, c'est vraiment, je pense, un cadre sanitaire et un cadre financier pour donner les clés. Tu as fait partie, toi, des discussions avec le président de la République ou pas du tout? Non, non, je crois qu'aucun directeur ou directrice de CDN n'en fait partie. Ah ok, j'ai cru qu'il y avait Stanislas Nordet, mais je me suis peut-être... Théâtre national? Ah bah oui, oui, oui. Donc les CDN, non. Non, mais peut-être c'est en cours ou peut-être c'est à venir. Ok. Qu'est-ce que je peux te répondre à ça? Tu veux qu'on parle de la rentrée? Et c'est-à-dire que toi, en fait, comment tu travailles à ce moment-là? Je veux dire, est-ce que tu as des directives? Est-ce que tu as un cadre financier différent? Est-ce que tu as des informations, des contraintes sanitaires aussi? Non, j'ai le même cadre, j'ai le même cadre financier que prévu. En tout cas, j'ai des tutelles qui sont engagées à rien diminuer, à rien suspendre, et voilà. Il y a toujours la question du gel de l'État, qui est une vraie question quand même. C'est pas une petite somme, donc il faudrait à un moment annoncer le dégel pour pouvoir projeter la crise. Moi, mon boulot, c'est pas d'économiser de l'argent du tout. Ouais. Mon travail, ça a toujours été de justement dépenser l'argent public, de donner du poids à chaque euro dépensé, de donner du sens à chaque euro dépensé. Et là, aujourd'hui, je ne peux pas forcément répondre tout de suite à la mission, enfin, en tout cas en ce moment, non, à la mission qui est la mission artistique, créatrice. Mais au moins, ce que je peux faire, c'est m'engager à essayer de participer à sauver le milieu culturel qui reprendra son activité créatrice dès que ce sera possible. Donc voilà. Euh, Par exemple, j'ai pas souhaité mettre l'équipe permanente en chômage partiel. Ok. Alors attention, ce que je dis, c'est pas pour dire que les copains, mais en tout cas, je trouvais pas, pour moi et pour la réalité qui est celle de mon CDN et du modèle, voilà, qui est le mien, je trouvais pas ça éthique du tout, alors que les subventions assurent le fonctionnement du CDN, de mettre le personnel permanent en chômage partiel, donc de recourir à un dispositif de droit commun, l'assurance chômage, qui est en fait mis en place dans un plan d'urgence en fait, pour venir en aide à des entreprises qui, elles, n'ont pas d'autre choix que d'avoir de l'activité, donc des recettes, pour pouvoir émettre des salaires. La question ne se posait pas en fait pour le CDN. Et donc, il me semblait absolument pas éthique de recourir à ça. Donc, je traverse la crise en disant le zéro.
en disant zéro, et donc de bien, effectivement, tout dépenser, chaque chose qui ont été prévues. Et il est clair que au-delà de l'année blanche, une enveloppe de soutien qui serait dirigée à l'endroit des plus grandes précarités et des plus grandes urgences serait plus que nécessaire. Ben, on l'espère, on va encore attendre quelques jours. On va pas attendre, on va se battre. Oui, on va se battre, c'est vrai. Moi, je suis trop patient, je me bats pas. Et, euh, et puis l'avenir maintenant, il se passe. Donc là, tu nous as parlé de ta création via Skype. Est-ce que tu as des idées déjà de la façon dont tu vas réouvrir le lieu, de la façon dont tu vas accueillir les spectacles à la rentrée, s'il y a encore des contraintes avec des distanciations sociales? Alors, on ne t'entend plus du tout. Ah, tu m'entends plus du tout. Tu m'entends là? Je t'entends. Ok. Je suis pas devin, je suis pas scientifique, et je suis pas assureur. Donc, fonctionner pour des risques, c'est pas, je trouve pas ça bien. Imaginer ce que seront les consignes sanitaires dans plusieurs mois, je trouve pas ça logique. Et donc, je m'engage là aujourd'hui dans une rentrée telle que je l'ai rêvée et comme si rien n'arrivait, comme si tout pouvait reprendre, comme si on pouvait jouer en jauge pleine et en activité pleine. Pour plusieurs raisons. D'abord, si la réalité sanitaire le permet, eh bien, ce sera super de pouvoir reprendre. Ouais. Vraiment. Si il faut s'adapter à des contraintes qui seront celles d'alors et qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, on sera toujours suffisamment malin pour le faire avec les équipes artistiques, peu de temps avant. Et puis dans le pire des cas, s'il faut annuler, eh bien l'annulation, c'est le seul moyen de rémunérer les gens. Si je partais tout de suite dans un plan B, si je partais tout de suite sur des formes compatibles avec l'épidémie, je partirais sans doute sur des petites formes, légères, engageant peu d'artistes, engageant très peu de techniciens, puisque ce seraient des formes par définition légères, et donc je participerais au carnage, en fait. Alors que de programmer comme si de rien n'était, c'est m'assurer que chacun et chacune pourra avoir le salaire du travail qu'il aurait dû effectuer, et alors je peux commencer d'ores et déjà, en assurant cela, demander aux équipes artistiques de réfléchir à un plan B. C'est ça, donc en fait, tu maintiens une ligne de comme si le coronavirus n'était pas là, qui te permet de maintenir ton activité de la façon la plus normale possible, en assurant les salaires de tout le monde, en assurant les salaires des spectacles, des intermittents et des intermittentes qui potentiellement auraient dû être engagés et auraient dû travailler. Donc en fait, tu continues ton modèle économique sans l'impacter de la situation. Je continue la ligne que j'essaie de dessiner depuis le début, c'est-à-dire si chacun tient ses engagements, c'est la meilleure garantie pour que la crise n'impacte pas les individus. Voilà. Je continue à tenir cette ligne-là, tant bien que mal. Et de toute façon, à la rentrée, c'est suffisamment le bordel entre les créations qui n'auront pas pu se répéter et qui potentiellement ne pourront pas jouer, à commencer par la mienne, puisque j'étais censé être en ce moment en répétition d'un spectacle jeune public avec, je me simplifie la vie, avec des acteurs congolais qui, de fait, sont dans leur pays avec des frontières coupées. Donc je ne sais pas si ça pourra avoir lieu. Ce sera déjà suffisamment de bordel pour réadapter la programmation en fonction de la réalité de chaque projet, pour ne pas partir dès maintenant dans un grand chamboule-tout et partir sur des petites formes qui, j'en suis convaincu, participeront au carnage et feront sortir de la route plein d'artistes, de techniciennes et de techniciens. Ouais. Oui, en plus là, tu viens d'aborder un point qu'on n'avait pas abordé, c'est la question internationale, parce que on vit pas tous cette crise sur le même calendrier. Ouais. Et effectivement, si nous, on peut réouvrir en septembre, rien n'est garanti qu'on puisse accueillir des spectacles étrangers à ce moment-là, et ça dépend des pays. Enfin, et puis on ne sait pas où sera le virus depuis le démarrage, enfin, à ce moment-là, tu vois. Donc, ouais. On n'est pas des assureurs, quoi. Ok. Bah, écoute, ça fait 30 minutes qu'on parle, et merci beaucoup pour tes réponses. C'est très éclairant sur une façon d'aborder cette crise et sur la façon dont ça se vit dans les centres dramatiques nationaux. Et puis, on te souhaite. Pour moi, il me semble que c'est important d'être solide, faute de mots d'ordre clairs, tu vois, face à une grande désorganisation et parfois des injonctions contradictoires. Il m'a semblé important de répondre au sens de l'éthique et de la responsabilité et d'essayer de donner un cadre extrêmement solide pour les permanents,
avec vraiment un plan de confinement et de déconfinement, un accompagnement au télétravail, enfin, des choses très solides, et puis des sécurités financières aussi, le refus du chômage partiel, et à la fois un cadre très très solide sur lequel les compagnies et les intermittents peuvent compter. C'est suffisant le bordel partout ailleurs pour qu'au moins à l'endroit du CDN, je réponde aux responsabilités qui sont les miennes et que je sois solide. Quoi. Voilà. Ben, bravo. Ah, c'est mignon. Merci beaucoup. Et puis, je vais relancer un petit boys, boys, boys pour nous quitter, d'accord? Ok, Paul. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle est en replay sur YouTube et, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview. Ciao. Salut. Take it.